Bienvenue à toutes et bienvenue à tous dans ce 102e numéro de Terres et Vignes. Ce soir, l'émission est consacrée avec nos invités à l'enseignement et à la formation dans le monde agricole. Invités au reportage vont nous permettre de mieux comprendre en quoi consiste cet enseignement et comment il s'organise et quels sont les liens avec le monde agricole. Et côté formation, nous verrons que les formations existent tout au long de la vie. Je reçois donc 4 invités et on commence avec vous. Daniel Aubras, vous êtes chef d'établissement lycée agricole Les Cordeliers. Et quand je vous ai rencontré la première fois, vous m'avez évoqué comme quoi il y a plusieurs points clés, les fondamentaux de l'enseignement agricole. Alors les fondamentaux, c'est en fait les 5 missions de l'enseignement agricole. La première mission, c'est bien entendu la mission d'enseignement, enseignement donc initial, formation initiale. On a aussi les formations professionnelles, formation continue, formation générale et professionnelle. Voilà. La deuxième mission, c'est une mission donc d'insertion. Donc tous nos jeunes, en fait, c'est important pour nous de pouvoir les suivre et de savoir comment est-ce qu'ils s'insèrent dans le milieu. La troisième mission, c'est une mission d'animation du milieu rural. Donc l'animation du milieu rural très importante dans nos établissements parce que chaque établissement en fait est tourné vers l'extérieur et a énormément de partenariats. Donc des partenariats avec des collectivités, des partenariats avec des associations ou des partenariats avec différentes entreprises privées. Voilà, troisième mission. Quatrième mission, c'est la mission donc de coopération internationale. Donc nos établissements ont aussi participent aussi à la formation de nos jeunes pour les former à l'étranger et aussi à l'accueil donc de jeunes étrangers. La dernière mission, c'est la mission donc de recherche, de développement et d'innovation. En tout cas, vous avez résumé le programme de cette émission. Et plus concrètement, on va voir à quoi ressemble la relation entre élèves, professeurs et même parents d'élèves avec l'enseignement agricole. J'ai pu rencontrer durant des journées portes ouvertes et dans chacun de vos établissements des salariés, mais aussi les jeunes qui sont intéressés par ces formations. Et vraiment, il y a un mot-clé qui vous réunit tous les trois, c'est le mot-clé réussite. On va voir pourquoi grâce à ce reportage. Choisir l'enseignement agricole afin de s'engager sur le chemin de la réussite. Ici, à Sainte-Maure, durant la journée porte ouverte, parents et enfants ont choisi cette voie. De par son cadre, l'a beaucoup attiré, je pense. Voilà. Donc en fait, Pierrick voudrait travailler en forêt, dans la nature. Et en plus, c'est des petites classes, donc je pense que les élèves peuvent être mieux entourés. Bien entourés, les anciens élèves ont pu aisément rebondir vers un large choix d'études supérieures. Parce que maintenant, je suis à l'école de design à Troyes. Donc j'ai changé carrément, mais à la base, je voulais pas faire des études forcément agricoles. Comme il y avait une seconde générale et un bac S, je me suis dit pourquoi pas essayer de faire ça. Et on fait quand même plein de choses, de l'économie, de l'éducation socio-culturelle, et ça on ne le fait pas forcément dans un autre bac. J'ai voulu partir vers le commerce et du coup j'ai intégré Tecoma au sud de Paris, qui est une école dans l'agrofourniture, donc le commerce en agricole. Je pense que c'est l'idéal, d'avoir fait une formation technique et après commercial pour rester dans l'agriculture. Seconde générale, bac S, les établissements agricoles délivrent donc des formations de base pour préparer, pourquoi pas, un long cursus et pas comme on l'imagine, conduire uniquement un tracteur. C'est beaucoup plus large que ça va des ingénieurs des eaux et forêts à tous les métiers de l'environnement. Et pour ça, il faut de tous les niveaux. Il faut aussi bien des bacs pro que des bacs technologiques, des techniciens donc, et des ingénieurs. Et donc on a tous les niveaux de filière de préparation. On a aussi une particularité de faire énormément de pluridisciplinarité, parce que quand on a à résoudre un problème complexe, il faut l'apport de plusieurs disciplines. Autre avantage de l'enseignement agricole, un nombre d'élèves par classe plus adapté à la réussite. Quand vous faites de l'accompagnement personnalisé et que vous avez pour 1 heure 3 enseignants face à 40 élèves, vous imaginez bien qu'on a des groupes plus restreints, en sachant qu'en plus on peut faire appel à de l'étude. Donc on peut vraiment accompagner l'élève en fonction de ses besoins, de ses évolutions. Ici, à Arcis-sur-Aube, le lycée des Cordeliers propose également cet accompagnement personnalisé, et ce, dès le collège. Un seul objectif, la réussite même pour les élèves démotivés. On ne parle pas de parcours scolaire, on parle de parcours de réussite. On a beaucoup d'exemples d'élèves qui nous sont arrivés en 4e avec une démotivation, une grande démotivation, et qui, 15 ans après, sont cadres infirmiers, ingénieurs informatiques ou qui ont des parcours de réussite importantes. Chacun trouve sa place.
Ce parcours vers la réussite passe aussi par l'utilisation d'outils en phase avec les nouvelles technologies, comme ici à l'EPL de l'Aube, où ordinateurs et GPS sont utilisés sur des cas concrets. On est bien dans un lycée agricole, oui, il n'y a pas de souci. Donc en fait, c'est la cartographie. Donc on essaie de se mettre un petit peu à l'avant-garde des enseignements qui sont indispensables pour leur future carrière. On a fait auparavant le parcellaire agricole, c'est le parcellaire du lycée. Pour moi, c'est plutôt une méthode de travail qui est ce signe de réussite. C'est-à-dire que les élèves ont besoin d'avoir quelque chose de concret pour pouvoir se projeter et pour pouvoir avoir le sentiment de pouvoir donner des réponses intéressantes. Ces échanges enseignants-apprenants mettent les élèves en confiance, comme Geoffrey. Par exemple, si on a besoin d'aide ou tout ça, ou pour un rapport de stage, il peut nous prendre une demi-heure en soutien sans problème, quoi. Ils sont très accessibles et tout. Après, je dirais pas que c'est mes copains, ça reste des profs comme tous les autres, quoi. Mais bon, question de ça, pour travailler et tout, c'est plus facile et ça permet de mieux se sentir, on est plus à l'aise, quoi. Quel que soit le lycée agricole, tous partagent des valeurs communes, l'épanouissement par la réussite. Hervé Bach, c'est intéressant ce sujet. Vous êtes, je rappelle, chef d'établissement au lycée Sainte-Maure. Déjà, premier a priori, l'enseignement agricole permet d'accéder aux filières même générales. Mais alors, faut-il être en lien avec le monde agricole pour rentrer dans vos établissements ou pas ? Fort heureusement non, ce n'est pas un enseignement qui est destiné qu'au milieu agricole bien évidemment. Et puis vous le disiez tout à l'heure, il y a des filières qui sont méconnues dans l'enseignement agricole puisqu'on commence dès la seconde générale aussi, et c'est une seconde générale comme les autres en France, il n'y a pas deux secondes générales, une agricole et une qui ne le serait pas. Et puis une filière aussi qui est le bac S, qui est une filière aussi moins connue et moins présente peut-être dans les lycées, mais qui est bien présente chez nous, notamment à Sainte-Maure que je dirige, ou pour partie dans l'EPL de l'Aube. Ce qu'il faut savoir aussi, la richesse aussi de ces classes générales, c'est que, on l'a dit dans le reportage tout à l'heure, les effectifs ne sont pas surdimensionnés. Sur le secteur, on voit parfois les classes à 40 élèves. Dans nos établissements, ça n'existe pas. Alors, autre question pour être tout à fait clair. Donc, n'importe qui peut postuler et se présenter jusqu'à fin juin, je pense, même début juillet, auprès de vos établissements. Mais finalement, vous accueillez des élèves de quel niveau jusqu'à quel niveau ici dans le département, que ce soit à Sainte-Maure ou vos collègues? Alors, l'entrée dans l'enseignement agricole ou dans nos établissements se fait par palier. Alors, après la 5e, où nous avons des classes de 4e et 3e qui sont possibles. Après la 3e, comme en général dans beaucoup d'établissements, vers des secondes professionnelles, des secondes générales. On observe aussi une possibilité d'intégrer chez nous après une seconde générale pour intégrer nos bacs techno, voire une réorientation des classes de première professionnelle. Et puis après, c'est l'enseignement supérieur court, soit les BTS, voire des licences professionnelles. Bon, Hubert Masson, à vos côtés, on voit qu'il y a du choix dans les établissements agricoles, où vous êtes directeur de l'EPL de l'Aube. Et je vous posais la question, c'est un peu particulier l'EPL de l'Aube, puisque ce sont 3 sites avec l'aménagement du territoire. Alors dit comme ça peut paraître flou. Finalement, quels sont les enseignements que vous proposez? Donc il est vrai qu'au niveau de l'EPL de l'Aube, avec ces 3 sites, des sites spécialisés, on a parlé des sites plus agricoles ou avec de l'aménagement paysager, mais également viticulture. Mais comme mes collègues, on n'a pas que des élèves issus du milieu agricole. Donc on accueille sur des filières qui tournent autour du parc agricole. On parle d'aménagement, aménagement forestier, aménagement paysager, traitement de l'eau également. Tout un nombre d'élèves, là aussi, dont l'objectif est la réussite autour de l'agriculture. Est-ce que vos formations s'adaptent à l'actualité, aux aléas, aux nouveautés du monde agricole actuel? Alors oui, bien sûr, même si nos programmes sont définis par le ministère de l'Agriculture avec un cadre bien clair, on a aussi laissé à l'initiative des établissements, et chacun de nos établissements là ici présents le font, des modules qui nous permettent d'être là en phase avec ce que nous demande la profession, qu'elle soit agricole ou autre. Autre, ça veut dire aussi le monde rural? Tout à fait, puisque on peut travailler à la fois avec des communes, ma collègue le disait tout à l'heure, nos partenaires sont des terrains d'application. On va le revoir, l'aspect rural avec le lycée des Cordeliers, on y reviendra dans un instant. À présent, je propose de voir un autre sujet. Alors, il est question aujourd'hui de se former tout au long de la vie, on l'entend très très souvent. Et face aux enjeux du monde agricole, la Chambre d'agriculture de l'Aube est là. Et je propose de voir de quelle manière, grâce à ce reportage.
À l'occasion de l'une de ces rencontres, le monde agricole a choisi de se réunir dans un haut lieu de la formation, le SC3. Son directeur a pu délivrer ses recommandations face aux enjeux des mutations de l'économie. Pour moi, c'est l'économique, le social, l'environnemental. Le principe Airbnb qui est mis au service du machinisme agricole. Je trouve ça génial. Allez-y. Marie-Claude Briet-Clément n'hésite pas à se lancer. Son but, utiliser l'outil de la formation pour répondre aux enjeux de la triple performance économique, sociale et environnementale. La performance économique, le monde de crise là nous montre bien à quel point aujourd'hui il est nécessaire de reconstruire d'autres modèles économiques. Performance sociale, comment on fait pour que chacun puisse vivre dignement de ce métier? C'est la compétence qui va permettre la performance, c'est ça pour moi la dimension sociale. Troisième chose, la performance environnementale, et la formation est un des outils pour pouvoir comprendre, anticiper, s'adapter, en un mot, cultiver la performance pour la réussite du monde agricole dans notre département. Comment cultiver la performance dans un contexte en mouvement? Réforme de la PAC, aléas climatiques, volatilité des prix, nouvelles filières et réseaux de distribution. Le conseil technique ne suffit plus. L'agriculteur peut compter sur la Chambre d'agriculture pour rebondir grâce à du conseil en management. C'est un décideur qui doit se réapproprier cette fonction de chef d'entreprise. En fait. Il doit être en capacité de lever la tête du guidon, de poser quelque sorte les valises pour se remettre en perspective et surtout se situer en capacité d'anticipation. Donc dans ce cadre-là, on est en train de réfléchir et de constituer une offre de service adaptée à ce conseil d'entreprise, avec aussi probablement des alliances avec d'autres partenaires tels que les centres de gestion pour, disons, être en capacité d'avoir une vision globale de ce qu'on peut apporter aux agriculteurs du département. Partenaires de cette évolution, les écoles et la Chambre d'agriculture ont signé une convention afin de mettre à disposition les équipements pour former les exploitants agricoles. Autre invité pour parler de formation continue, notamment. Il s'agit de Delphine Olivier. Alors, vous êtes responsable formation à la Chambre d'agriculture de l'Aube. Finalement, on a vu une convention à la fin du reportage. Quel est plus précisément l'objet de cette convention avec les établissements agricoles? Attention, ils vous surveillent. Okay. Donc, en fait, ça fait déjà plusieurs années que nous travaillons ensemble. Nous avions élaboré des conventions de partenariat pour avoir une offre de formation plus large à proposer à nos mêmes clients, les agriculteurs, et surtout éviter de se faire des concurrences entre centres de formation. Donc, grâce à ces partenariats, nous proposons des formations très techniques à des agriculteurs, notamment sur des thèmes électricité, soudure, sauveteur secouriste, conduite d'engins, que ce soit agricole ou viticole. La convention que vous avez vue là dans le reportage, c'est une convention signée récemment au mois de février. Et en fait, elle a un cadre plus large et intègre une charte qui est nationale, que l'État et la PCA, l'Assemblée des chambres, nous a proposé d'intégrer. Donc là, on va aller au-delà juste d'un partenariat de formateurs qui viennent former les agriculteurs. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait plus de réalité de l'agriculture dans les formations. Donc justement, le petit volant qui n'est pas imposé, comment on peut faire en sorte que les élèves rencontrent des agriculteurs pour voir aussi qui voient un petit peu des professionnels. Et puis aussi, faire en sorte que les expérimentations que nous menons à la Chambre d'agriculture, on puisse y associer des élèves. Voilà, que enseignement et formation, réalité du monde agricole soient vraiment imbriqués. Mais Hubert Masson, peut-être de manière très brève, il me semble déjà avoir vu des agriculteurs présents dans les établissements scolaires. Je me trompe ou pas? C'est déjà le cas? Oui, on les voit sous différents aspects. Quelquefois, ils sont intervenants dans le cadre de nos cours, puisque, comme le disait la collègue, ils sont des partenaires de formation. Donc il y a ça. Et puis ensuite, on héberge dans le cadre des formations organisées par la Chambre d'agriculture ou par nos centres, comme à Sainte-Maure, à Saint-Ponge, des stages courts pour les agriculteurs. Donc on a des agriculteurs dans nos murs, et heureusement. Et ce, régulièrement. Daniel Aubrat, je l'évoquais tout à l'heure, le monde rural, ça a son importance. Et la première fois que je vous ai rencontré, j'ai vu que votre établissement, Arcis-sur-Aube les Cordeliers, propose des enseignements liés au service à la personne. Et là, je me suis dit, quel est le lien avec le monde agricole? C'est vrai. Alors là, il faut que je fasse un tout petit peu d'histoire.
Rapide. Très rapide. Donc le monde agricole, en fait, la formation des agriculteurs, en fait, ça remonte au XVIIIe siècle. Il n'y avait pas de formation à l'origine. On apprenait sur le tas, de père en fils. C'était le monde de l'oral, la tradition, etc. La ruralité, voilà. Et donc ces écoles ont été créées donc surtout pour les garçons, pour former donc les futurs agriculteurs. Mais entre-temps, il y avait aussi les filles qui étaient à la campagne, voilà. Donc les filles qui étaient un peu isolées, qui avaient une vie quand même assez solitaire, et il fallait aussi garder ces jeunes femmes à la campagne, les maintenir à la campagne. Donc ces jeunes femmes, eh bien, on leur a proposé donc au début des semaines agricoles féminines avant la Première Guerre mondiale. 1920, ensuite, les premiers centres ménagers ruraux agricoles féminins. C'est difficile à imaginer aujourd'hui, des centres ménagers. Donc des centres ménagers. Alors on apprenait quoi? On apprenait la couture, la cuisine, la famille, un petit peu aussi sur l'exploitation. Et en fait, on formait des futures épouses d'agriculteurs qui étaient des futures collaboratrices dans la bonne conduite de l'exploitation. Et aujourd'hui, rassurez-moi, alors beaucoup de femmes, mais aussi des hommes. Aujourd'hui, il y a eu l'évolution de la société, l'évolution de la femme aussi, qui a fait beaucoup, notamment après la Première Guerre mondiale et la deuxième aussi. Donc développement des centres ménagers de 1935 à 1962, et puis ensuite mixité dans les écoles, donc en 69, et ensuite les établissements donc sont devenus donc mixtes et donc ont accueilli aussi des garçons, comme les écoles agricoles accueillaient aussi des filles, quelques-unes. Donc du fait, les écoles ont évolué, nos centres ménagers ont évolué, sont devenus donc des lycées professionnels. Et on y enseigne la cuisine, la couture, donc tout ce qui est puériculture, soins à la personne, et puis aussi de la gestion et de la compta. Voilà des réponses historiques, complètes et précises. Voilà. Mais est-ce que votre formation permet des passerelles vers d'autres formations? Oui, tout à fait. Il n'y a aucun souci. À chaque niveau, il y a la possibilité de passer d'une classe à une autre. Il n'y a aucun souci. Après, on peut aussi demander des dérogations, mais chaque formation, en fait, a des unités, et ces unités, on peut les faire valoir pour faire des équivalences ou des passerelles. On revient dans un instant avec nos invités pour découvrir finalement l'enseignement agricole, juste après la rubrique « Retour sur l'actu ». Première info de ce retour sur l'actu, il s'agit d'un événement, le forum Se former pour un nouvel avenir professionnel, ça tombe bien. Alors ça s'est tenu le vendredi 22 avril de 10h à 17h à l'ESC de Troyes. Terres et Vignes était présent sur ce nouvel événement avec un pôle agricole lié à l'agriculture, la viticulture, l'agro-industrie et l'agroalimentaire. Cette journée se destine à tous les salariés et demandeurs d'emploi, quel que soit leur niveau d'études, et elle a eu pour objectif de présenter par domaine d'activité les formations diplômantes accessibles en formation continue sur le territoire. Et comme vous pouvez le voir, le public est apparemment venu nombreux, comme quoi la formation s'intéresse à beaucoup de monde. Deuxième actualité, il s'agit de la 20e édition du Dimanche à la campagne, qui a bien évidemment remporté un franc succès. C'était le 17 avril dernier, les visiteurs étaient au rendez-vous de ce dimanche rural, et ceci tout au long de la journée, malgré une météo parfois capricieuse. Le pic de visiteurs a été atteint vers 16h, et Terres et Vignes estime que près de 20 000 visiteurs, oui je dis bien 20 000 visiteurs, ont pu découvrir ainsi des exploitants agricoles, des animaux et des métiers du monde rural. Dernière info, il s'agit plutôt d'une info type agenda et qui va surtout intéresser les professionnels qui nous regardent. Tous les professionnels agricoles ont sans doute noté sur leur agenda la deuxième édition du Forum des opportunités. Ça s'est déroulé le mercredi 18 mai à Colombey-le-Sec. Cette initiative est pilotée par les chambres d'agriculture de l'Aube et de la Haute-Marne. Elle invite les agriculteurs à rencontrer 32 entreprises pour échanger sur d'éventuels débouchés. Nouveauté de cette deuxième édition, des débats ont été organisés tout au long de la journée afin d'évoquer les débouchés de l'agriculture biologique, le zoo bio, la vente collective ou encore la méthanisation. Bref, un rendez-vous qui a permis peut-être aux agriculteurs qui cherchent de nouveaux débouchés de rencontrer des professionnels. Delphine et Olivier, on parle à l'instant de formation continue. Nous avons vu qu'il existe des réseaux de formation initiale dans le domaine agricole, des réseaux de formation continue. Est-ce indispensable pour un département comme l'Aube d'avoir autant de formation agricole ? Bien sûr, parce que l'agriculture représente un point important dans l'économie, 10% de la valeur ajoutée du département, 13% des emplois.
voilà, dans le département. Donc il est donc indispensable de garantir la place de l'agriculture dans l'économie. Et pour cela, il faut qu'on maintienne des formations pour nos futurs exploitants, mais aussi pour les exploitants actuels et leurs salariés. L'agriculture, elle évolue comme toute autre filière. Et elle est dans un environnement qui change. Le reportage disait tout à l'heure qu'il fallait actuellement allier économie, environnement, aspect social. Donc c'est ce qu'on s'efforce au quotidien, que ça soit en formation initiale ou continue, de mettre en avant. Hubert Masson, est-ce que vous arrivez à anticiper dans vos formations les besoins des professionnels? Donc, dans le cadre de la réalisation des programmes, les professionnels sont associés au programme. Néanmoins, quelquefois, entre le moment où le programme est écrit, il a nécessité d'évoluer plus vite, et c'est grâce à ces fameux modules dont on parlait tout à l'heure qu'on peut coller au mieux à la réalité. Et puis il ne faut pas oublier également que dans nos établissements, on a des exploitations agricoles qui nous permettent, la mission a été rappelée tout à l'heure par la collègue des Cordeliers, nous permettent d'avoir de l'expérimentation, de tester grandeur nature pour prouver aux futurs agriculteurs ou techniciens agricoles qu'il y a des possibilités, et on les traite grandeur nature, là encore, sur nos exploitations. Jacqueline Olivier, j'allais oublier un point. La formation tout au long de la vie, on en parle de plus en plus. Il y a une réalité dans le monde agricole. Il s'adresse à qui? Est-ce que ça existe vraiment? Qu'en est-il exactement? Bien sûr, c'est une réalité parce que le métier de l'agriculteur, il évolue tout le temps. Et maintenant, un agriculteur, c'est vraiment un chef d'entreprise, quoi. Donc, il faut qu'il maîtrise techniquement son métier, mais il faut qu'il soit aussi manager, qu'il sache vendre, négocier, communiquer et puis gérer un peu d'administratif. C'est pas forcément les choses qui lui plaisent le plus. Donc, nous, on est là pour les accompagner dans ce quotidien. Donc, on propose 80 à 100 formations par an avec nos partenaires qui essayent de toucher l'ensemble de ces domaines de ce métier. Ça fait à peu près 1200 stagiaires par an qui viennent dans notre centre de formation pour une formation de 1, 2, 3 jours. Voilà, c'est ça la formation continue, c'est des petites formations courtes, mais qui des pour repartir et rebondir. Ou de nouveautés. Voilà. Notre ambition maintenant, c'est d'aller aussi vers des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être tout le temps avec les gens face à face, donc d'introduire un petit peu les choses à distance, avec un formateur à distance, des forums, des choses comme ça. C'est un peu l'avenir des centres de formation. Alors, je change un peu de sujet, mais Daniel Aubrat, je me posais la question, vos établissements sont en milieu rural. Est-ce que vous subissez, je ne sais pas quel est le ressenti, la concurrence de la ville, des établissements scolaires en ville, pour ces jeunes qui démarrent Alors la concurrence, elle existe, étant donné qu'il y a d'autres établissements, donc notamment l'éducation nationale, qui en fait qui a de nombreuses formations et qui recouvrent parfois et qui sont limites avec nos formations, surtout de service à la personne. Je pense que mes collègues se sentent moins c'est différent. Rapidement. Juste très rapidement, mais un élément important à prendre en compte, c'est que nous avons des structures à taille humaine, effectifs, on l'a entendu tout à l'heure, mais également des internats qui sont de véritables lieux de vie, qui apportent un plus pour nos jeunes qui sont un peu plus éloignés de nos établissements. Bon, Hubert Bach, on va revenir avec vous à la fin de l'émission bientôt pour évoquer la réussite justement, mais avant, on va voir la rubrique un peu inattendue, la rubrique Contre-champ. Et c'est une formation, et oui, c'est quand même dans le thème de l'émission, une formation un peu particulière. On parle de formation continue, formation initiale pour les jeunes, formation continue pour les actifs. Eh bien, sachez qu'il existe des formations pour les retraités. Je ne l'invente pas, c'est la MSA qui le propose et on va voir pourquoi et comment. Dans le monde agricole, les retraités se forment. Fin des échanges administratifs via courrier, plage horaire d'accès au guichet plus restreinte, la FDSEA s'est inquiétée des effets de la dématérialisation. Cette dématérialisation dont on parle tant nous préoccupe au niveau de la section des anciens exploitants de la FDSEA. Donc nous est venu à l'idée, en collaboration avec la MSA, d'organiser ce type de stage pour aider les personnes qui n'ont pas pris assez tôt la voie de l'informatique à se connecter avec le site de la MSA. Le but, c'est de laisser le moins de monde possible au bord de la route sur ce sujet-là. Cette formation se déroule sur une demi-journée. Son but, savoir se connecter à l'espace privé de chacun et découvrir la multitude de services en ligne. Comme les attestations vitales, les paiements retraite, les demandes de carte européenne, ou d'autres demandes qui peuvent se faire en ligne. Un guichet unique, accessible 24 heures sur 24,
L'atout de la dématérialisation n'a pas échappé à Françoise, qui a également apprécié la disponibilité de la formatrice. Donc la formation m'a permis de me connecter plus facilement à mon espace MSA en ligne pour avoir accès à tous les services que la MSA propose, par exemple le montant de sa retraite, voire également le montant de ses remboursements. Et le petit plus de cette personne, c'est qu'elle s'est déplacée près de chez nous, donc c'était bien plus accessible pour chacun. Au vu du succès des 2 premières sessions de test à Marigny-le-Châtel et ici à Arcis-sur-Aube, cette formation devrait être proposée dans l'ensemble des cantons de l'Aube et de la Haute-Marne par la MSA Sud-Champagne. Son nom, ma MSA, mes services en ligne, c'est facile. Bon, on va attendre un tout petit peu pour suivre cette formation. Hervé Bach, il nous reste quelques secondes pour prouver, voilà votre mission, que la voie de la réussite, c'est peut-être les lycées agricoles, et même sûrement. Je dirais 2 choses. La première chose, c'est le taux de réussite aux examens. On n'est pas loin des 90% dans nos établissements, ce qui est comme un score très honorable. Et puis, quand on prend les enquêtes d'insertion, on est certain qu'on ne forme pas des chômeurs, puisque à 7 mois, on est à peu près à plus de 80% de jeunes diplômés qui sont en emploi ou en poursuite d'études. Et puis, j'aimerais aussi dire que la réussite, c'est aussi l'épanouissement de nos jeunes. C'est l'investissement de nos équipes, de nos professeurs, mais de tous des personnels qui y travaillent aussi. Vous avez rencontré, vous avez vu dans les reportages, on a quand même l'impression, et notamment sur les anciens élèves, que l'enseignement agricole les a marqués, et je pense qu'on a contribué un peu à leur parcours dans un climat globalement serein dans nos établissements. Les 2 autres, vos confrères, acquiescent voilà, ils sont d'accord avec vous, c'est qu'il doit y avoir une atmosphère très particulière, en tout cas, qui favorise la réussite. Dans les lycées agricoles, c'était le thème de l'enseignement de cette émission. Si vous ne le connaissiez pas, soyez curieux. Allez toquer à leur porte, ils vous ouvriront et feront découvrir toutes les formations. Merci de nous avoir suivis, merci à nos invités et à bientôt.